La nuit, Subura sentait le vinaigre, la suie et la transpiration humaine. Des filets d'eau usée s'écoulaient sous les arcades, se mélangeant au vin renversé sur le sol. Des femmes vêtues de tuniques, remontées jusqu'aux coudes, étaient assises devant les portes des maisons. Certaines comptaient des pièces de monnaie, d'autres enlevaient de leur peau la peinture qui masquait leur fatigue pendant la journée. À l'aube, ce n'était pas un client qui les attendait, mais un percepteur, un homme vêtu d'un manteau couleur poussière, venu réclamer les impôts à ceux que la loi avait déclarés honteux. Bonsoir. Vous regardez une chronique sur Rome, une ville où la morale et le budget partageaient les mêmes murs. Je suis votre narrateur. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez, de quel pays, de quelle ville, et maintenant, installez-vous confortablement. L'histoire sera désagréable, mais vraie. Bonne écoute. Depuis le début du règne de Tibère, l'imposition des prostituées faisait partie du budget impérial. La loi, appelée Vectigale ex capturis, obligeait toutes celles qui vendaient leur corps à payer un impôt équivalent à 20% de leur revenu annuel. L'État appelait cela une contribution à l'ordre moral. Si le vice ne peut être éradiqué, il doit être pris en compte dans les comptes. Une femme qui décidait de travailler ouvertement devait s'inscrire dans les archives des aédiles, les fonctionnaires municipaux chargés de superviser les marchés, les bains et les maisons de plaisir. Le trésor impérial voyait dans ces femmes une source de revenus stable, au même titre que les vendeurs d'huile ou de vin. La courtisane dont il sera question vivait dans les étages supérieurs de la Subura, où les maisons vacillaient sous leur propre poids. Son nom n'a pas été conservé dans les documents, seule une inscription dans le tableau des amendes, Libertina Vectigale duplex, une affranchie soumise à une double taxe. Elle avait déjà payé l'impôt, mais le percepteur exigeait un deuxième paiement, sous prétexte d'une amende pour débauche. C'est ainsi qu'est apparue une contradiction qui a accidentellement révélé le mécanisme de double enrichissement des fonctionnaires locaux. À Rome, tout était taxé, du sel à l'urine, collecté dans les ateliers de tannerie. La morale servait de couverture à la comptabilité. Le Sénat approuvait des décrets sur la pureté des mœurs, mais en bas, les fonctionnaires les transformaient en tarifs. Les courtisanes, enregistrées comme meretrices licitae, avaient le droit de travailler sans crainte de sanction si elles tenaient des registres de leurs revenus et ne cachaient pas leurs clients. Cependant, le même service qui percevait leurs cotisations délivrait des amendes, comme s'il s'agissait d'une violation de la loi. L'avocat auquel la femme s'est adressée était un petit avocat du temple de Cérès. Il a trouvé une incohérence entre les tableaux des impôts et le code des sanctions. Dans la liste des amendes pour débauche, ne figurait pas le nom de celle qui avait déjà payé le vectigale. Il s'avérait que le percepteur avait appliqué un article à celle qui en avait déjà exécuté un autre. C'est ainsi qu'est née l'idée de porter plainte, non pas contre la morale, mais contre la double imposition. À cette époque, la pratique judiciaire dépendait des patrons. Chaque avocat avait besoin d'un protecteur, un sénateur ou un magistrat prêt à soutenir l'affaire. Mais s'immiscer dans les impôts était considéré comme un risque. Même en accusant le percepteur, on touchait indirectement au trésor public. Néanmoins, le juriste a déposé une requête auprès du tribunal municipal, invoquant le principe non bis in idem. Nul ne peut être puni deux fois pour le même délit. Cet aphorisme latin existait bien avant la morale chrétienne, mais il était rarement appliqué à Rome, en particulier aux femmes de basse condition. Pendant que l'affaire était en cours d'examen, le percepteur continuait à faire le tour des rues. Il augmentait les tarifs, exigeant une compensation pour outrage à l'autorité. Les registres conservés dans les archives du Capitole montrent une augmentation des recettes fiscales au cours de ces années, près d'un tiers en une saison. Le système juridique était devenu un moyen de s'enrichir. On pouvait dresser un procès-verbal contre n'importe qui, puis proposer un règlement à l'amiable.
Une femme qui décidait de contester une amende risquait tout. Sans licence, elle pouvait être expulsée de la ville. Avec une licence, elle pouvait servir d'exemple pour intimider les autres. La nuit, des hommes de la garde municipale se présentaient sous les fenêtres de sa maison, faisaient du bruit, jetèrent des pierres, simulant l'indignation populaire. Formellement, cela n'était pas considéré comme une persécution, tout se passait selon la volonté de la foule. L'avocat rassembla des preuves, des copies de registres, des relevés de paiement antérieurs, les témoignages de 2 témoins, des esclaves chargés de rendre compte des revenus. Ils montrèrent que le percepteur avait exigé 2 fois le même montant en changeant simplement le nom de la taxe. La première quittance portait la mention Vectigal, la seconde Poena Luxuriae. Les 2 documents étaient signés de la même main. Pendant ce temps, le Sénat débattait d'un nouveau décret sur la purification morale de la ville. Sous ce prétexte, on voulait augmenter la part de l'impôt sur les plaisirs. Les sénateurs invoquaient la menace démographique. Les femmes affranchies détourneraient les hommes du mariage. Mais en réalité, comme le note l'historien Suétone, cette loi était nécessaire pour combler le déficit du trésor public après les coûteuses festivités en l'honneur de Jupiter. Le procès commença dans le calme. Seules 3 personnes assistèrent aux audiences: le questeur, le secrétaire et le greffier. Les procès-verbaux mentionnent affaire concernant la double imposition des affranchis, preuve de la non-conformité des tarifs présentés. Formellement, il s'agissait d'un petit litige fiscal, mais derrière celui-ci se cachait une question qui touchait à la structure même du pouvoir. Un fonctionnaire peut-il enrichir le trésor public de son propre chef? Lorsque le juriste a présenté les documents, il s'est avéré que le percepteur avait effectivement modifié les taux à la main. Dans le tableau affiché sur le forum, le tarif était le même, mais dans les copies, il était différent. Le greffier a remarqué la différence entre les chiffres et l'a souligné en rouge. Le pourcentage de retenue personnelle dépasse la norme. C'est précisément ce point qui a été déterminant. Désormais, il ne s'agissait plus d'une femme, mais d'un système. Les événements qui ont suivi ont montré à quel point le concept romain de moralité pouvait facilement se transformer en instrument d'extorsion. Après la plainte de la femme, d'autres courtisanes ont commencé à apporter leurs reçus. Les montants variaient, mais la signature était la même. La ville se mit à parler d'un impôt sur la honte qui ne nourrissait pas les dieux, mais les intermédiaires. Les fonctionnaires du temple lancèrent une enquête et découvrirent le lien entre le percepteur et la villa d'un des patrons du Sénat, où il conservait une partie de l'argent collecté sous le couvert de dons. Mais avant que le système ne s'effondre, plusieurs semaines d'humiliation et de menaces s'écoulèrent. La femme vivait dans la crainte d'être accusée de diffamation. Elle continuait à payer son loyer comme si de rien n'était, et seul son avocat restait à ses côtés. Plus tard, il notera dans ses notes: tout le droit romain a commencé lorsqu'une femme a décidé de ne pas payer 2 fois. L'enquête a rapidement dépassé les limites de la petite salle d'audience. L'archiviste qui vérifiait les reçus a remarqué une étrange coïncidence. Presque tous les documents, avec des taux surévalués, passaient par le même endroit, une villa privée sur le versant de l'Esquilin. Officiellement, on y conservait les listes des impôts et le registre des dons au temple. En réalité, la villa appartenait au patron du percepteur, un ancien questeur dont la famille s'occupait de la location des impôts publics. C'était une pratique courante. Les riches achetaient au trésor le droit de percevoir les impôts afin d'en tirer ensuite des intérêts. Ainsi, les amendes morales se transformaient en une activité commerciale ordinaire. La courtisane, dont la plainte avait déclenché toute cette affaire, ne savait pas qu'elle était surveillée. Après l'audience, elle fut convoquée pour être interrogée par le prêteur, non plus en tant que victime, mais en tant que complice potentiel de falsification de documents.
À cette époque, une accusation de falsification était considérée comme une condamnation à mort. Mais le prêteur se contenta de lui poser des questions sur l'origine de l'argent et sur les personnes qui l'aidaient. Son avocat ne fut pas autorisé à assister à l'entretien. Le greffier qui rédigea le procès-verbal se souvint plus tard que la femme parlait calmement, même si elle comprenait que chaque mot pouvait se retourner contre elle. Entre-temps, une rumeur se répandit parmi les gardes de la ville, selon laquelle une purge du vice était en préparation à Subura. Derrière cette expression se cachait une vague d'arrestations, officiellement pour renforcer les mœurs, mais en réalité pour intimider ceux qui contestaient le système fiscal. Plusieurs femmes ont disparu après des raids nocturnes. Leurs noms n'apparaissent dans aucune liste de détenus. Selon certaines rumeurs, certaines d'entre elles auraient été vendues, dans la province, comme esclaves sans citoyenneté. Le juriste comprit que l'affaire avait échappé à tout contrôle. Il s'adressa à un ancien professeur de droit qui avait autrefois servi dans la chancellerie de l'empereur Auguste. Celui-ci confirma que la taxe sur les plaisirs avait toujours été considérée comme spéciale et que toute ingérence dans ce domaine était perçue comme une atteinte aux revenus impériaux. Mais il rappela également que Rome ne reposait pas seulement sur les ordres, mais aussi sur la forme. Si l'on parvenait à prouver la falsification des chiffres, on pouvait vaincre même ceux qui étaient au-dessus des lois. Il proposa de rechercher des documents dans les archives du temple de Junon Moneta, où étaient conservées des copies de tous les rapports financiers de la ville. Ils ne purent y accéder que grâce à leur connaissance d'un des scribes. Dans les tablettes poussiéreuses, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, des copies des tarifs approuvés par le Sénat 3 ans avant le scandale. Le taux d'imposition pour les mérétrices y était indiqué une seule fois et ne pouvait être doublé. De plus, en bas, figurait l'ordre suivant. Les prélèvements supérieurs à la norme sont considérés comme illégaux. Cela devint une preuve clé, mais il était presque impossible de le porter devant les tribunaux. Chaque fonctionnaire qui recevait une copie faisait traîner les choses. Certains invoquaient l'absence de cachet, d'autres exigeaient un paiement pour la vérification. Le document semblait se noyer dans les méandres bureaucratiques. Le juriste décida alors d'agir publiquement. Il s'adressa au temple de Vesta, où les prêtresses avaient le droit de s'adresser directement au Sénat en cas de violation du serment de justice. C'était risqué, car une femme qui contestait l'impôt était considérée comme souillée. Mais c'est précisément là que résidait la force de cette démarche. Opposer à l'hypocrisie bureaucratique un symbole de pureté. Les prêtresses n'ont pas accepté la requête en personne, mais ont autorisé à laisser le rouleau à la porte. Quelques jours plus tard, une discussion a commencé au Sénat. Qui avait autorisé les percepteurs à modifier les taux sans l'accord du Trésor public? Les personnes présentes s'exprimaient avec prudence. L'un des sénateurs fit remarquer que l'affaire du double prélèvement pouvait provoquer des troubles parmi les artisans, car de nombreux impôts étaient y collectés selon le même principe. Un autre proposa d'étouffer l'affaire afin de ne pas porter atteinte à l'autorité de la loi. Mais des copies avaient déjà commencé à circuler dans le forum. Des sources de l'époque mentionnent que les rouleaux contenant les tableaux étaient même lus dans les bains publics. Les gens discutaient des montants, comparaient leurs reçus. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de Rome, le débat sur la morale est devenu un débat sur les tarifs. Les simples citoyens ont compris que plus les autorités parlaient fort de moralité, plus les taxes augmentaient. Le patron, propriétaire de la villa, a tenté d'intervenir. Il a envoyé des cadeaux aux prêteurs, proposant de régler le conflit. En échange, il exigeait le retrait de la plainte, mais la femme a refusé, même si elle comprenait que sa vie allait changer après cela. Lorsque les rumeurs de corruption sont parvenues au Sénat, une enquête interne a été ouverte. Des livres comptables ont été trouvés dans la villa, dans lesquels figuraient des centaines de noms accompagnés de notes sur les retenues personnelles. L'un des scribes travaillant à la villa a fait des aveux.
Il a raconté que le collecteur apportait chaque mois de l'argent et recevait des instructions sur les reçus à corriger. Ces corrections étaient dissimulées sous le slogan de protection des bonnes mœurs. Chaque nouveau taux était justifié par le fait que la débauche se multiplie. En réalité, il s'agissait d'intérêts ordinaires. Le Sénat ne pouvait fermer les yeux. Il y avait trop de témoins, la fuite était trop évidente. C'est alors que les prêtres de Saturne, gardiens du trésor public, sont intervenus. Ils ont insisté pour que toutes les reçus des dernières années soient vérifiées par rapport aux originaux. La vérification a duré plus d'un mois. Le résultat s'est avéré choquant. Près d'une entrée sur 10 contenait des traces de falsification. Lorsque l'empereur en fut informé, il ordonna de purger l'administration fiscale. C'est ainsi que les chroniques qualifièrent le licenciement massif et l'arrestation de plusieurs fonctionnaires. Patron ne fut pas officiellement inquiété, sa famille ayant trop de relations. Mais sa villa fut mise sous scellé et le percepteur fut envoyé en exil en Libye. La femme, à l'origine de tout cela, reçut une confirmation écrite. L'amende était annulée et les sommes versées lui étaient restituées. Pour Rome, ce fut un événement. La reconnaissance que la loi pouvait protéger même ceux que l'on qualifiait de vicieux. Mais la victoire fut amère. Après le procès, sa maison fut incendiée. Personne n'a été blessé, mais le message était clair. À Rome, on ne peut pas gagner 2 fois contre le système. Un juriste nota dans son journal qu'à partir de ce jour, la perception des impôts fut organisée différemment. Chaque reçu devait désormais être signé par 2 fonctionnaires. C'est ainsi qu'est apparue dans le droit impérial la règle de la double confirmation, qui s'est ensuite étendue à d'autres domaines. Mais derrière ce fait juridique aride se cachait une histoire humaine, celle d'une femme qui en avait assez de payer pour la cupidité d'autrui. Après le scandale, la ville ne changea pas immédiatement. Les rues continuaient de sentir le vin aigre et la résine des torches. Mais dans les forums, on parlait de tableaux et non plus de prophéties. L'affaire de la femme affranchie devint une parabole, non pas sur la morale, mais sur la bureaucratie. Pour la première fois, les gens comprirent que la morale à Rome pouvait être mesurée en chiffres et versée dans les caisses de l'État. L'empereur, cherchant à apaiser la société, chargea le préteur Claudius Saturninus d'élaborer un nouveau code de règles pour les mérétrices. Le document s'intitulait De Officiis Pudicitiae, des devoirs de la chasteté. Il ne contenait pas un mot sur la morale, seulement la structure des groupes fiscaux. Les femmes étaient classées en fonction de leurs revenus, de leur lieu de résidence et de la classe de leurs clients. Les autorités tentaient ainsi de reprendre le contrôle en transformant le vice en une catégorie économique gérable. Tout ce qui échappait au contrôle était déclaré péché. Les temples obtinrent le droit de prélever une partie des recettes pour la purification des âmes. C'est ainsi que commença l'ère des fonds moraux, où la piété devint un poste budgétaire. Désormais, non seulement les percepteurs, mais aussi les prêtres, participaient aux enchères pour l'obtention des licences. Ils convainquaient le peuple que, en payant l'impôt, la ville expiait ses propres péchés. Un avocat impliqué dans l'affaire observait cela avec une ironie amère. Il écrivait que l'État apprend à tirer profit de la honte. En raison des nouvelles règles, les femmes devaient apporter des signes particuliers, des bagues en cuivre gravées du numéro de licence. La perte de la bague était considérée comme une infraction et entraînait une amende. Ainsi, le système de contrôle s'étendait non seulement à l'argent, mais aussi au corps. Pour les habitants de Subura, cela devint un piège. D'un côté, l'enregistrement offrait une protection contre l'arbitraire des gardes. De l'autre, il transformait les femmes en objets d'une surveillance constante. Chaque percepteur d'impôts avait désormais sur lui une liste de noms associés à des quartiers. Tout écart entre les revenus et les paiements était considéré comme une fraude.
l'impôt devenait un instrument de surveillance. Le patron, dont on évitait de prononcer le nom, continuait d'influencer les affaires par l'intermédiaire de tiers. Sa villa fut mise sous scellé, mais ses terres restèrent à la famille. Il ne fut pas gravement affecté. À Rome, la corruption était considérée comme une partie intégrante de la nature. Le Sénat ne voulait pas rouvrir cette vieille affaire afin de ne pas montrer la faiblesse du pouvoir. Seules les chroniques des temples mentionnaient parfois laconiquement: dans l'affaire du double prélèvement, le préjudice a été réparé, mais la honte demeure. Peu à peu, la ville s'habitua au nouvel ordre. Les courtisanes payaient à nouveau des impôts, mais désormais, les montants étaient fixés ouvertement. La justice semblait avoir été rétablie. Cependant, les taxes n'étaient plus versées directement au trésor public, mais transitaient par les caisses spéciales des temples. Les fonctionnaires avaient ainsi trouvé un nouveau moyen de tirer profit de la situation, grâce à des intermédiaires sacrificiels. Entre les lignes des chroniqueurs, on peut lire que la réforme était qualifiée de purification sans fin. Chaque année, le Sénat introduisait de nouveaux articles pour luxe excessif, pour mépris du vœu de honte, pour travail pendant les jours non autorisés. Tout cela s'accompagnait de discours grandiloquents sur la vertu. Mais en réalité, les montants des impôts augmentaient, tandis que les rues restèrent les mêmes. La femme dont la victoire avait provoqué une réaction en chaîne disparut des documents. Elle avait probablement quitté la ville. Les historiens supposent qu'elle a pu se rendre au port d'Ostie ou dans le sud, où le contrôle était moins strict. Son nom n'était plus mentionné dans les documents officiels, mais le système créé à cause d'elle continuait d'exister. Son ombre planait derrière chaque nouveau décret sur les mœurs. Des légendes se répandirent parmi le peuple. Certains disaient qu'elle était devenue prêtresse dans le temple d'Isis. D'autres qu'elle était partie chez les marchands et avait ouvert une boutique d'encens. Mais pour le juriste resté à Rome, tout était différent. Il voyait comment son histoire était utilisée comme exemple pour montrer que même une pécheresse peut obtenir justice si elle se soumet aux règles. C'est ainsi que la victoire fut transformée en leçon d'obéissance. Quelques années plus tard, le Sénat a de nouveau révisé les tarifs. Sous prétexte de guerre et de manque de fonds, les taux ont été augmentés de près d'un quart. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de protestation. La ville s'était habituée à l'idée que la morale et l'argent étaient indissociables. Dans les écoles romaines, on enseignait désormais que l'impôt était une forme de purification et que payer signifiait servir la société. Le mythe, la morale avant tout, a cédé la place à un autre. La honte peut nourrir l'empire. Sous cette devise, de nouveaux bains et marchés ont été construits, ornés de plaques indiquant « érigés grâce au fond du fond moral ». Les gens se baignaient dans des bassins recouverts de marbre, provenant des amendes infligées à ceux que l'on qualifiait de vicieux. Un avocat, devenu vieux dans sa maison de l'Aventin, conservait une copie de ce même rouleau provenant des archives de Junon Moneta. Il ne plaidait plus devant les tribunaux, mais donnait parfois des conférences à de jeunes clercs. Dans l'une de ses notes, il écrivait « À Rome, la loi et la honte ont partagé le même lit, et depuis lors, elles ne font que donner naissance à de nouvelles taxes. » Ces mots ont été conservés dans une liste de ses notes, retrouvée par des archéologues plusieurs siècles plus tard. Avec le temps, le système vectigal s'est étendu aux provinces. Dans les villes d'Asie et d'Afrique, les fonctionnaires ont copié l'expérience romaine en créant des registres des femmes et des hommes exerçant des métiers honteux. Pour le trésor public, c'était une source pratique de revenus stables. Personne ne s'est demandé qui avait inventé la première plainte et pourquoi. Lorsque les historiens ont plus tard dressé le bilan de cette époque, ils n'ont vu que des chiffres secs: augmentation du budget, diminution du nombre de conflits de rue, augmentation des revenus des temples. Dans les chroniques officielles, cela a été qualifié de renforcement des mœurs. Personne n'écrivait sur la peur, l'humiliation, les raids nocturnes et les incendies criminels. Tout cela
étaient considérés comme des effets secondaires de l'ordre. Lorsque le système fiscal de Rome s'est étendu aux provinces, l'idée que la morale était une affaire privée a disparu avec lui. Elle est désormais devenue un sujet de comptabilité et de contrôle. En Égypte, en Gaule et en Syrie, les fonctionnaires ont copié les registres romains, mais les ont adaptés aux coutumes locales. Là où il y avait auparavant des prêtresses sacrées, on introduisit désormais des catégories de services autorisés. Dans chaque grand port, des tableaux de cotisation apparurent, et tous contenaient des mots d'origine latine: vectigale, poena, licentia. À Alexandrie, l'impôt était prélevé tous les 6 mois, et chaque femme enregistrée comme travaillant sous contrat devait se soumettre à un examen médical obligatoire auprès d'un médecin employé par l'administration municipale. Cette mesure était présentée comme une préoccupation pour la santé des citoyens, mais elle servait en réalité d'instrument de surveillance. Les protocoles médicaux consignaient l'âge, l'apparence physique et l'état du corps, puis ces données étaient transférées dans un registre. Celles qui refusaient de se soumettre à cette procédure étaient privées de leur licence et considérées comme hors la loi. C'est ainsi que, sous couvert de médecine, est apparu le premier système de contrôle biologique de la moralité. À Carthage, les fonctionnaires sont allés encore plus loin. Ils ont divisé l'impôt en 2 niveaux, impérial et local. La première partie allait à Rome, la seconde restait à la municipalité. La garde municipale a obtenu le droit d'effectuer des contrôles inopinés dans les maisons où des femmes sans protecteur pouvaient vivre. Toute personne trouvée sans certificat de paiement était considérée comme fraudeuse. Cela a ouvert de nouvelles possibilités de raquettes. En quelques années, le nombre d'arrestations a doublé, mais les recettes du trésor public ont également augmenté. Les philosophes et les savants locaux ont tenté de s'y opposer. L'un d'eux, un stoïcien nommé Démétrios, a écrit qu'un État qui vit du péché ne peut être vertueux. Son traité a été rapidement interdit et son auteur exilé sur une île. En revanche, des dizaines de panégyriques ont vu le jour, affirmant que ces taxes renforçaient la discipline sociale et préservaient la pureté des mariages civils. C'est ainsi que la machine idéologique a imposé une nouvelle norme: payer pour la honte était devenu honorable. À cette époque, à Rome même, la morale était devenue un spectacle. Lors des fêtes en l'honneur de Vénus, le magistrat municipal présentait les rues purifiées, des quartiers où, selon les rapports, il ne restait plus aucune femme non enregistrée. En réalité, les gens étaient simplement déplacés hors de la ville afin que les statistiques soient non plus flatteuses. Sur la place, on exposait des tableaux avec les chiffres des impôts collectés. Le public applaudissait. Personne ne se souvenait qu'autrefois, ces mêmes chiffres étaient la preuve d'une fraude. Le mythe du double prélèvement s'est progressivement dissous dans la rhétorique du Sénat. Il servait désormais d'avertissement. Quiconque tentait de contester le trésor public risquait de provoquer des troubles. Et pourtant, dans des lettres privées, trouvées par des archéologues sur le Vésuve, on trouve des bribes d'histoire. Dans l'un d'eux, un scribe mentionne une femme qui a vaincu le percepteur, mais a perdu sa maison. Même des décennies plus tard, le souvenir de cette femme suscitait encore l'inquiétude. À la fin du règne de Claude, les premiers traités sur la prostitution légale comme forme de devoir civique sont apparus dans les forums. Les auteurs affirmaient que le corps, tout comme les biens, devait être utile à l'État. Ces textes étaient cités dans les temples et les prêtres les interprétaient comme une confirmation de l'ordre divin. Tout ce qui existe a une valeur. Ainsi, la logique économique s'est même infiltrée dans la théologie. Une nouvelle tendance s'est imposée parmi les médecins: la pureté et le bien public. Les médecins ont commencé à décrire le corps des femmes comme faisant partie de la santé morale de la ville. Les forums ne discutaient plus des maladies, mais des statistiques. Si le nombre de travailleuses agréées diminuait, cela était considéré comme une menace pour la tranquillité publique. Moins d'impôts,
moins de contrôle, donc plus de chaos. C'est ainsi que l'économie a définitivement remplacé l'éthique. Parallèlement, le commerce de la peur se développait. On vendait sur les marchés des amulettes gravées de formules contre les punitions. Les citadins croyaient que le port d'un tel talisman pouvait les protéger contre les amendes injustes. Certaines prêtresses purifiaient les femmes avant les contrôles en les aspergeant d'eau provenant des sources du temple, moyennant finance. En réalité, il s'agissait simplement d'une nouvelle forme de tribut. Un avocat, déjà âgé, observait cela de loin. Ces paroles, consignées dans une de ses lettres, semblent presque prophétiques. Quand l'impôt deviendra une forme de foi, la foi deviendra une forme d'impôt. Il mourut sans disciples, et ses notes restèrent longtemps dans la poussière. Ce n'est qu'un siècle plus tard que des moines les ont recopiées, les transformant en instructions sur la bonne gestion du trésor public. Pendant ce temps, dans les provinces, l'impôt sur les métiers honteux est devenu un instrument de contrôle colonial. Les dirigeants locaux l'utilisaient pour humilier les peuples conquis, les obligeant à payer pour leurs propres coutumes. C'est ainsi que le modèle romain d'économie morale s'est transformé en arme. Sous le slogan de la vertu, l'Empire pressurait ceux qui n'avaient pas le droit de vote. Dans les documents de l'époque, tout semble ordonné. Les recettes sont stables, les revenus augmentent, l'ordre est respecté. Mais derrière cette harmonie apparente se cachait une société où la honte était devenue une unité de mesure. Et tous ceux qui tentaient de prouver le contraire disparaissaient des registres. À la fin du IIe siècle, le système, créé comme un instrument de contrôle, a commencé à se décomposer de l'intérieur. L'Empire craquait de toutes parts, les provinces réclamaient leur autonomie, et les registres fiscaux se transformaient en piles de parchemins inutiles. Mais même alors, personne n'a supprimé les taxes pour débauche. Trop de gens vivaient de ce mécanisme. À Rome, la morale reposait sur le calcul, et le calcul sur la peur. Lorsque Commode monta sur le trône, la ville vivait déjà dans un climat de piété ostentatoire. Les temples organisaient des purifications de masse, exigeant non pas un paiement en argent, mais en nature, des livraisons de vin, d'huile, de vêtements. Ces offrandes étaient redistribuées entre les fonctionnaires. Sous le couvert de l'expiation des péchés, on procédait à un inventaire banal des corps et des biens. À chaque niveau de la société, des formes de contribution apparaissaient. Les femmes payaient un impôt sur le travail, les hommes sur l'inaction, les temples sur le droit de prêcher. Tout avait un prix. Les raids moraux ont été remplacés par des campagnes de propagande. Sur les murs des forums, on écrivait des slogans. La propreté est la garantie de l'ordre. La honte est une vertu qui se paie en or. Les gens ne percevaient plus cela comme une menace, mais plutôt comme une publicité banale. Même les enfants savaient que si une famille n'avait pas de reçu de sacrifice, les gardes pouvaient entrer sans autorisation. Dans les provinces, le système a commencé à se fragmenter. Les anciens des villes ont suivi l'exemple de Rome, mais ont utilisé l'impôt non pas pour le trésor public, mais pour les autorités locales. À Corinthe et à Éphèse, les recettes servaient à réparer les routes, à Antioche, à financer les fêtes consacrées à Jupiter. Partout, le même phénomène se produisait. La purification des mœurs devenait le financement de la vie urbaine. C'est ainsi que la morale s'est définitivement transformée en comptabilité. Au tournant du IIIe siècle, les premiers signes de lassitude sont apparus. Les médecins qui avaient longtemps servi dans les commissions morales ont commencé à démissionner, ne voulant plus signer de faux rapports. Les gens falsifiaient de plus en plus souvent leurs licences et les fonctionnaires vendèrent des cachets contrefaits. Sur le marché de Subura, on pouvait acheter un faux parchemin donnant le droit de vivre sans contrôle. L'État avait perdu le contrôle de son propre instrument. À cette époque, le christianisme se renforçait à Rome. Ses prédicateurs qualifiaient l'impôt de péché de l'Empire et affirmaient que la véritable pureté ne s'achetait pas.
Mais même eux utilisaient le langage du trésor public. Ils parlaient de dette de l'âme, de paiement pour le péché. Les anciens mots n'ont pas disparu, ils ont simplement changé d'adresse. Les autorités regardèrent cela avec indifférence. Tant que les gens payaient, l'ordre était maintenu. Les chroniques de la fin de l'Empire ne mentionnent presque pas ceux qui travaillaient sous licence. Ils ont été remplacés par les termes impurs et repentants. Mais la logique est restée la même, payer pour avoir le droit d'être pardonné. Après la chute de Rome, de nombreux royaumes barbares ont adopté ce principe. En Gaule et en Italie, il a été baptisé Poenitentia taxatio, l'impôt du repentir. Désormais, l'argent n'allait plus au trésor public, mais à l'Église. Les prêtres écrivaient dans leurs rapports qu'ils guérissaient ainsi le péché avec de l'or. La boucle était bouclée. Le contrôle étatique était devenu spirituel. Le trésor public était devenu un autel. La femme, qui avait autrefois prouvé l'illégalité de la double imposition, est restée anonyme, mais son histoire a survécu sous une forme déformée. Les chroniqueurs médiévaux ne mentionnaient pas une affranchie, mais une veuve qui avait payé 2 fois l'impôt pour éviter la honte. La légende avait inversé le sens. Le protestation était devenu une parabole sur l'humilité. Les archéologues ont trouvé une copie tardive de cette affaire, une tablette d'argile sur laquelle figurait, à côté des chiffres des impôts, une ligne remarquable: Vectigal duplex remissum ob injuriam. Double impôt annulé pour cause d'injustice. C'est la seule preuve où le mot injustice est utilisé dans un document officiel de cette époque. Tout le reste n'est que des rapports arides. Avec le temps, l'impôt lui-même a perdu de son importance. L'Empire s'effondrait, l'or manquait et les fonds moraux devenaient fictifs. Mais l'idée a survécu à l'État. Chaque nouveau régime, byzantin, papal, royal, a tenté de reproduire ce mécanisme en lui donnant de nouveaux noms: indulgence, don, paiement pour la grâce. Tous proviennent de la même logique, née dans les rues de Subura. Les juristes, les scribes et les collecteurs avaient disparu depuis longtemps, mais leur invention a traversé les siècles. Elle a absorbé toutes les contradictions de Rome: le mépris du corps, la soif de pouvoir et l'art de transformer la honte en revenu. Les historiens se disputent pour savoir qui était responsable, les fonctionnaires ou le système lui-même. Mais peut-être la faute était-elle collective. Dans une société où la peur du déshonneur est plus importante que la justice, tout mal devient une habitude. Lorsque, des millénaires plus tard, les archéologues ont fouillé les archives de l'Esquilin, ils ont trouvé des centaines de tablettes avec des mentions d'impôts, mais aucun nom, à l'exception des signatures officielles. Tout ce qui était humain avait disparu, il ne restait que des chiffres. C'était là la dernière ironie. Rome, si fière de sa morale, n'avait pas su préserver la mémoire de ceux qui en payaient le prix. Et le mythe de la morale avant tout est resté un écran commode pour le budget. En réalité, il a toujours été sous-tendu par une autre formule: tout ce qui peut être compté peut être vendu. Et tant que quelqu'un était prêt à payer pour la condamnation d'autrui, l'Empire vivait.